Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle série de vidéos, le point technique. Et cette fois nous allons parler d'un traité, un nouveau traité. Un traité que nous avons pu voir avec Superfab. En fait c'est Superfab lui-même qui m'a initié à cette nouvelle méthode. C'est la méthode du capitaine Péloquin. Cette méthode, en fait, ça fait un moment que j'y réfléchis, ça fait un moment que ça travaille, ça fait un moment que j'en parle soit à mes élèves, soit à mes proches. C'est tout simplement le fait d'apprendre à se battre avec une épée et une dague. Alors le traité en question, c'est pas l'original sur lequel j'ai travaillé, mais sur une transcription faite par la Fédération française des arts martiaux historiques européens. Donc je ne vous lirai pas les textes annexes, tout simplement parce que je ne veux pas qu'on me dise que je vole le travail des autres. Donc je vais vous mettre en description le lien pour pouvoir accéder à ce texte et à toutes les notes ainsi que compléments d'informations que vous pourrez trouver et qui ont été faits donc par Philippe Erard, Lionel Lauvernet et Michel Hubert. Vous trouverez donc en téléchargement dans le lien que je vous donnerai en description de la vidéo, et ce qui vous permettra de suivre pas à pas notre étude que nous ferons et qui va durer un bon petit moment parce que le traité en lui-même, il y a quelques pages quand même, donc il y a de quoi s'amuser. Alors ce que je vais vous proposer pour ce premier épisode sur ce sujet, c'est tout simplement de découvrir les gardes. Il y a 4 types de gardes qui se répondent 2 à 2. On récupère le principe des noms que l'on connaît et que l'on connaîtra plus tard sous le nom de prime, seconde, tierce carte. Et bien entendu, ce que je vais vous montrer, ce sera littéralement de l'interprétation personnelle. Superfab m'a montré lui son interprétation, j'en ai pris note. Et à la relecture, il y a des choses qui me sont apparues différemment, donc je vais vous montrer comment je vois les choses. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, et ça ne veut pas dire que c'est la bonne façon de voir les choses ou de les interpréter, mais c'est une interprétation, ce qui permettra peut-être de faire avancer le schmilblick à propos de cette escrime bien particulière de l'épée dague. L'épée dague, bizarrement, elle est très peu pratiquée. Même on en parle très peu, alors que souvent est mise en avant celle l'espagnole, l'italienne ou que sais-je d'autre. Et bien, comme d'habitude, la française est ignorée en grande partie, elle n'est pas travaillée, c'est fort dommage. Alors que ce traité me paraît très complet et nous permettra d'apprendre quand même des choses très intéressantes. Bien, perdons plus de temps maintenant et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Avant d'attaquer l'étude de ce texte, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce et bien mieux de commenter cette vidéo, de donner vos avis, dites-nous ce que vous en pensez, afin de pouvoir échanger et peut-être me corriger pour les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi bien évidemment nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux qui existent actuellement, que ce soit Discord, Facebook, Instagram et j'en passe, que sais-je d'autre. Et ça nous permettra aussi de mieux vous connaître et peut-être voire même de se rencontrer un jour. Dans le premier chapitre, on a une description, une explication un petit peu des différentes lignes d'attaque et des cibles. À première vue, c'est pas facile à comprendre. Les schémas qui sont employés, vraiment, il faut se lancer dedans pour comprendre comment c'est présenté. Et une fois qu'on a compris la logique de présentation, et bien là, ça devient un peu plus accessible, mais il faut faire cet effort. Je vais vous lire l'article 1, avec le dessin qui va s'afficher devant vos yeux. À la première règle, il se voit combien il faut avoir la pointe de l'épée basse. Étant à la seconde règle, il faut tenir sa pointe à 1 pied près de terre. Étant à la troisième règle, à 2 pieds près de terre. En la quatrième règle, à la hauteur de la fourche, et ainsi des autres suivants jusqu'au 7, qui est la plus haute pour les estramaçons. Donc,
pour les règles, ce sont les traits horizontaux que l'on peut voir sur la grille. Et donc vous avez 7 lignes, et ces 7 lignes correspondent à 7 hauteurs. Qu'est-ce qu'un estramaçon? Un estramaçon, c'est un coup de taille. Et une estocade, ce sera un coup de pointe. Le mot estoc, en terme en lui-même, c'est une arme. Donc on dit une estocade. Article 2. De gauche et de droite. La seconde règle du mi-temps fait la séparation de la gauche et de la droite pour faire participer les gardes ou pointes tant de l'épée que du poignard vers votre gauche ou vers votre droite pour fermer l'épée de votre ennemi. Les pieds se gouvernent d'eux-mêmes et aux mêmes hauteurs. Donc là pareil, vous pouvez voir un exemple de schéma. Ça paraît compliqué, mais en fait c'est très simple une fois qu'on a compris le principe. Chapitre 2, les gardes. Donc, dans l'article 3e qu'il va nous faire l'écrivain de ce traité, alors pour rappel, hein, l'écrivain c'est pas le capitaine Péloquin lui-même, c'est Monsieur Delahaye. Mais tout ça vous le lirez en téléchargeant le traité, car il faut lire les traités. Garde première avec les primes. En la première garde qui est basse, il faut avoir l'épée à votre droite, la pointe basse à un demi-pied près de terre, dressée à votre milieu devant votre pied droit, s'il est devant. Car il se peut aussi faire en ayant le pied gauche devant, et alors il faut tenir vos gardes d'épée à votre droite à la hauteur de la fourche, tant avancé que reculé, et votre poignard vers votre gauche, le pommeau à la hauteur de la ceinture, la pointe en montant vers votre gauche. Cette garde est bonne contre la garde seconde. Vous voyez donc, ce qui veut dire que ces gardes se répondent l'une à l'autre. Alors je vais vous montrer un petit peu comment j'ai vu les choses. Vous pouvez voir que ce soit en vraie garde ou en fausse garde, c'est-à-dire avec la jambe droite devant ou la jambe gauche devant. Vous voyez que j'essaye d'adapter en fonction du texte, notamment le fait que lorsque le pied gauche est devant, la garde de l'épée soit au niveau de la fourche. Voilà, j'essaye de voir un peu avec un mouvement un peu plus on va dire, comment j'ai senti aussi, comment j'ai ressenti un petit peu la forme. Avec à l'idée quand même de minimiser la fatigue des muscles. Ça c'est évident. Nous sommes quand même dans une escrime de guerre. Le but n'est pas de se fatiguer vite, mais au contraire de s'économiser le plus longtemps possible. Donc voilà comment j'ai perçu la chose par rapport à la prime en étant pied gauche devant ou pied droit devant. Article 4, la garde de seconde. En la garde seconde, il faut avoir l'épée haute devant vous, voyant votre ennemi par-dessous vos gardes, et le poignard un peu plus bas qu'à la première garde, et les pieds presque joints le pied droit devant. Ces deux gardes, à savoir la première et la seconde, se défendent l'une de l'autre, comme partant du bas en haut et du haut en bas. Alors là, comme vous pouvez le voir, à l'inverse de ce qu'on peut voir dans la vidéo qui a été faite par le club de taille d'Estoc, moi je mets la pointe de l'épée plutôt vers l'arrière, prête à frapper, plutôt que mettre la pointe de l'épée devant. Par contre, j'ai respecté le fait que la garde soit au-dessus de mon regard, pour voir mon ennemi par-dessous. Mais au niveau de la lame, j'ai pensé qu'il serait plus à propos de la mettre derrière soi. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai raison, mais voilà, l'idée c'était ça. Pas si vite, capitaine. Ici Superfab.
J'entends votre interprétation sur cette garde de seconde, la pointe légèrement placée vers l'arrière, en vue de procéder à un coup d'estramaçon. Mais n'est-ce pas un peu vite oublier les principes de l'école française d'escrime, dans laquelle la pointe est en permanence en menace de l'adversaire? De plus, ces coups d'estramaçon font l'objet d'un chapitre qui leur sont entièrement dédiés dans cet ouvrage de Monsieur de la Haye. À méditer. Bon, maintenant que Monsieur Superfab a fait son intéressant, reprenons et essayons de trouver une solution qui corresponde à cette idée de la menace de la pointe. Lorsque nous voyons l'expérimentation que l'on peut voir sur YouTube, on voit que la pointe est bien tendue en haut, il n'y a aucune menace de la pointe non plus. Et au niveau des frappes, je ne trouve pas que c'est pertinent. Pour ma part, je ne suis pas convaincu par cette vision de la garde seconde. C'est pour ça que moi je suis parti sur l'idée d'avoir une frappe d'estramaçon prête au-dessus de la tête. C'est une posture que l'on retrouve assez habituellement dans les tenues de l'épée. Pour moi, ça me paraissait à peu près cohérent. Effectivement, Superfab a raison de dire que dans l'école française, il y a toujours une menace de la pointe. Et là, il y a une menace de frappe, mais il n'y a pas de menace de la pointe. Donc on va essayer de trouver autre chose. Et cette autre chose, je l'ai trouvée. Eh bien, j'ai peut-être trouvé une piste ailleurs. Et cette piste, elle est chez Saint-Didier. En effet, Saint-Didier, dans son traité, que nous traiterons sur la chaîne, incessamment sous peu, eh bien, il montre 3 formes de dégainement. Et dans ces 3 dégainements, il y a donc. Vous avez le lieutenant et le prévôt. Et quand le lieutenant menace au cœur le prévôt, lui, menace au visage. La pointe en avant, effectivement. Et la garde légèrement haute, de sorte que, effectivement, symboliquement, on voit par-dessous la garde de l'épée. Et l'épée est tenue haute par rapport à notre tête. Non, mais alors, je me dis, bien, on va essayer de partir sur cette idée, et on va voir ce que ça va donner un peu plus tard. Alors en effet, la tenue de l'arme comme ceci, la pointe en avant, est cohérente. Je pourrais dire que par contre le désavantage, ce serait qu'il y ait une tension supplémentaire au niveau de l'épaule, tout simplement parce qu'il y a un effet de levier assez énorme avec la pointe de la lame qui est vraiment loin, hein, la lame est très longue, et il y a un effet levier conséquent sur l'épaule. Mais il faut partir du principe aussi que, et c'est ça avec ça Superfab, on en a parlé quand même pas mal, c'est que ces gardes, ces postures ne sont pas des postures d'attente forcément non plus, et il faut voir ce combat à la dague et à l'épée plutôt comme un enchaînement de postures entre les 4 gardes, et non pas une posture d'attente où on reste fixe, sans bouger, en train d'attendre l'attaque de l'adversaire. On pourrait donc considérer que cette posture qui peut paraître désagréable quand on reste longtemps, quand il ne reste que quelques secondes, ou vraiment le temps de se mettre en place et de menacer son adversaire, de parer et de riposter, ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. Et je vais donc, au fil de la vidéo, je vais rajouter en plus cette version de maniement de la garde en seconde avec la pointe devant. Comme ça, vous pourrez vous faire votre idée, et c'est vous qui déciderez au final qu'est-ce qui pourrait aller le mieux. Est-ce que c'est une garde de seconde avec une menace de frappe, une frappe en taille, une frappe en estramaçon, venant directement au sommet du crâne, ou une garde de seconde avec une menace de la pointe directement à l'œil de l'adversaire, de sorte que s'il cherche à attaquer, on part avec la dague et on riposte directement au visage par une pointe. Alors maintenant, nous allons passer aux gardes tierces et cartes. Cette garde tierce et la carte suivante se défendent l'une de l'autre, de droite à gauche et de gauche à droite. Comme vous voyez, ça se répond. Donc, lorsque, par exemple, votre adversaire se situera en garde de prime, vous vous mettrez idéalement en garde de seconde. C'est ce qui permettra de mieux contre-attaquer ou de mieux parer les attaques de prime avec votre seconde. Article 5, garde tierce. Il faut avoir l'épée et les gardes de l'épée devant vous, la pointe avancée vers votre gauche et ayant votre poignard un peu derrière et un peu plus haut que la pointe. Le pied gauche est bien devant. Voilà, j'ai pas trouvé de points d'interprétation différents de ce qu'on peut voir par rapport à la description. Pour moi, ça a l'air assez simple.
Article 6, la garde-carte. La garde-carte est bonne sur tout pied. Il faut avoir l'épée à votre droite assez avancée et le poignard à votre gauche le plus avancé que faire se peut, comme si vous vouliez embrasser votre adversaire. Alors là, pour le coup, j'ai préféré économiser le bras droit en le fléchissant, alors que la dague, je vais la tendre au maximum, tout simplement parce qu'elle est plus légère et me demande moins d'efforts. Ce qui donne que les deux pointes sont à peu près à la même distance. Ça me paraît être une idée pas trop mauvaise, mais bien que l'on peut voir sur le schéma que l'épée a l'air d'être aller plus loin que la pointe du poignard. Pour ma part, en tant qu'aisance personnelle, et de ce que je pouvais en penser, eh bien, voilà, j'ai préféré avoir cette posture. Bien sûr, c'est pas la vérité absolue, et peut-être que je me trompe. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, pour cette introduction aux gardes de Péloquin. J'essaierai de voir pour mettre en place des petites vidéos d'exercices, mais ces vidéos d'exercices, vous les trouverez uniquement sur le compte Patreon, tout simplement, parce que si vous voulez suivre en formation les arts martiaux français, afin de pouvoir peut-être, si le cœur vous en dit, ouvrir un club par chez vous, eh bien, grâce à cette chaîne privée, vous aurez les bases pour pouvoir travailler vous seul ou avec vos amis. Maintenant, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire, bien vous amuser, bien vous entraîner, et à la prochaine!